Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Newsweek, les titres de l'édition. Le dialogue est lancé, l'opposition et la mouvance se sont retrouvés cette semaine pour la première journée des assises du cadre de concertation. Un comité de suivi a été mis en place pour la gestion des sujets à débattre au cours de ce dialogue. Un fait mystérieux dans la ville de Télimélé. Une adolescente cause des incendies après son passage dans certains lieux. Elle affirme être envoûtée par un esprit maléfique. Et puis nous parlerons du sommet de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État ont répondu à l'appel. L'Égypte et la Guinée-Bissau ont fait leur retour. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce Newsweek. Ils ont demandé le dialogue, ils l'ont obtenu. Les membres de l'opposition républicaine ont décidé jeudi avec la mouvance présidentielle et le gouvernement de mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre des accords du 3 juillet 2013. Les discussions pour entériner cette décision pourront reprendre en début de semaine. Djibril Ba. Le cadre de concertation entre les partis politiques et le gouvernement s'est ouvert ce jeudi. Dès l'entame du dialogue, les leaders de l'opposition ont fait part de leurs préoccupations, notamment le non-respect des accords du 3 juillet. Des accords qui portent entre autres sur le recrutement d'un opérateur technique, le fonctionnement de la CENI et l'organisation des élections locales. Pour l'opposition républicaine, la mise en place d'un comité de suivi pour discuter de tous ces points pourrait conduire à un consensus, un point de vue partagé par la mouvance présidentielle. Une autre rencontre est prévue mardi. Les députés de l'opposition promettent de participer au débat parlementaire si toutefois c'est pour parler débouche sur un compromis. Alors que l'Organisation mondiale de la santé convoque une réunion d'urgence à Accra les 2 et 3 juillet prochains pour plancher sur la fièvre hémorragique Ebola, la préfecture de Télimélé a maîtrisé cette épidémie. Depuis dimanche dernier, aucun malade ne suit des traitements au centre d'isolement de Soguéria. La direction préfectorale de la santé affirme qu'ils ont tous été guéris. L'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières le confirment, mais certains habitants de la ville de Télimélé qualifient la fièvre Ebola de fiction. Aïssatou Sané commente les images de Souleymane Ba. La ville de Télimélé. Voici où le virus Ebola a refait surface. Après 3 mois d'âpre lutte, les autorités de la santé affirment avoir pu maîtriser la fièvre hémorragique. Depuis dimanche dernier, aucun malade ne suit de traitement au centre d'isolement de Soguéria, la zone la plus touchée de Télimélé. Ebola, je peux dire qu'à Télimélé, nous avons pu éradiquer la maladie parce que nous avons eu au total 22 cas confirmés et parmi les 22, 16 sont guéris et 6 sont décédés. Et parmi les confirmés, dont un décès communautaire et 3 décès probables avant l'épidémie. Actuellement, au centre de traitement, c'est 0 malade. Malgré cette avancée, MSF ne crie pas victoire. Ils attendent la fin des 21 jours d'incubation des sujets contacts admis au centre d'isolement. Ils doivent rentrer à la maison si la maladie ne se développe pas chez eux. Mais à Télimélé, certains citoyens doutent de l'existence de la fièvre Ebola. Je ne suis pas tellement sûr. Ils ont dit qu'il y a Ebola ici. Juste, c'est pour nous fatiguer en fait. Les gens disent à la radio, à la télé qu'il y a Ebola, mais bon, ils n'ont jamais fait montrer aux gens à la télé une personne qui est atteinte d'Ebola pour faire convaincre aux gens qu'il y a Ebola en Guinée. C'est pourquoi, franchement, on n'est pas convaincus. Malgré que les autorités avaient décidé, certains marchés, quand même certaines populations avaient jugé nécessaire de se rendre au niveau de ces marchés parce que c'est le quotidien. Pas de rigueur dans le respect des règles d'hygiène et les grands points de rencontre ne désemplissent pas. À présent, nous vous proposons un reportage sur un sujet qui dépasse l'entendement. Une jeune fille de 13 ans qui provoque. À présent, nous vous proposons un reportage sur un sujet qui dépasse l'entendement. Une jeune fille de 13 ans qui provoque des incendies. L'origine de la flamme, un mystère. Tenez-vous bien, le feu provient de son corps. C'est un reportage signé Souleymane Ba. Un homme de teint noir est venu me saluer
Il m'a dit « je veux te mettre en commission », puis il m'a dit de venir. Je suis venue et il m'a donné une claque sur la nuque. Je l'ai poursuivi. Quand ma mère m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit que je poursuivais mon ami. À mon arrivée, j'ai vu que la maison a pris feu. Partout où cette jeune fille de 13 ans passe, le feu se déclare spontanément. Étonnant, la flamme viendrait de son corps qui ne porte aucune trace de brûlure. Mamadou Binta Diallo a fait des dégâts dans plus de 5 villes de la Guinée. Elle affirme que ce sont les mauvais esprits qui la font subir ce mal-être. Quand ça commence, la circulation de mon sang se perturbe et je perds conscience, l'envie de tomber me prend. Les dégâts provoqués par le feu mystérieux sont importants. Son dernier drame, cette case partie en fumée avec tout son contenu. Quasiment toutes ses habitations ont été en proie à ces flammes et c'est Mamadou Binta qui est toujours incriminé. C'est un homme noir qui met une jaquette et qui a de longs cheveux que je vois. Il m'a dit qu'il va m'épouser, mais moi je ne veux pas de lui. Ma marate m'a dit qu'elle va m'initier à la sorcellerie, mais moi je n'en veux pas. Aujourd'hui, les proches de Binta ne sont pas rassurés. Elle ne passe plus la nuit dans la maison avec les autres. Elle dort seule dehors, dans cette cabane. Elle n'est pas à l'abri des intempéries. Je ne suis pas fière de ça. Je demande de l'aide. Nous sommes inquiets. On a trop marché pour trouver le remède. Impossible. Cela fait 2 ans. Je l'ai emmené à Boké, Conakry, Pita et même à Sierra Leone. Maintenant, nous sommes à Télimélé. Elle passe la nuit où? Dans la cuisine, là. La mère de Mamadou Binta a le cœur serré et sa fille souhaite aujourd'hui la fin de ses jours. Elle se dit excédée par la misère qu'elle crée à son entourage. En état de dégradation poussée, les travaux de réhabilitation de la route Kankan-Kissédougou ont été lancés samedi à Kankan. Dans une ferveur populaire, le chef de l'État en personne a présidé la cérémonie de démarrage des activités dans la capitale de la Haute-Guinée. Notre envoyé spécial, Algassi Mouba, nous retrace les temps forts de l'événement. C'est dans une liesse populaire que le président de la République a lancé les travaux d'aménagement et de bitumage de la nationale Kankan-Kissédougou ce samedi dans la capitale de la Haute-Guinée. Financé par le budget national de développement à près de 306 millions d'euros, le projet Kankan-Kissédougou vise à remplacer un tronçon vieux de plus de 40 ans par une route conforme aux normes internationales. Cette route presque en terre relie les 2 plus grandes régions naturelles de notre pays. Elle est aussi la principale connexion entre la transportière allant de Dakar à Lagos et la transaérienne allant de Dakar à Ouagadougou. C'est dire qu'elle est la plus importante transversale reliant les pays de la façade maritime à ceux du continent. Des engins à la pointe de la technologie, 25 ans d'expérience dans les bâtiments et travaux publics et leader dans les BTP au Burkina, le groupe Ebomaf est l'entreprise chargée de l'exécution des travaux avec un délai de 36 mois. Et je voudrais rassurer la population de la Guinée et la commune de Kankan que l'entreprise Ebomaf mettra tout en œuvre pour que le goudron que nous allons faire ici ne ressemble pas au goudron que nous avons déjà vu à Conakry et partout ailleurs. Nous vous promettons de faire un goudron de très haute qualité, d'une durée de vie minimum de 40 ans. Dans le projet de réhabilitation, 18 ponts seront démolis et reconstruits conformément aux normes de la CEDEAO. Les femmes de Koumana à Siguiri, un exemple pour le développement local. Unies en coopérative, elles ont réussi aujourd'hui à surmonter de nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Idrissa Bari les a rencontrées. On suit son reportage. Koumana, une sous-préfecture située à 25 km de Kouroussa. Ici, l'agriculture et le marécage constituent les activités principales qu'exercent les femmes. Elles se sont réunies en groupement pour mener des initiatives afin de combattre la pauvreté dans leur localité.
Le groupement féminin Sabunyuma Sodia et Remakono regroupe une 60aine de membres. Grâce à l'appui technique de la plateforme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté, cette union a mis en place une machine pileuse de céréales. On s'est donné les mains pour faire des activités. Et déjà, notre travail nous a été bénéfique. Tous les villages voisins viennent ici pour piler leurs céréales. Avant, on pilait dans les mortiers. Nos mains nous faisaient mal. Maintenant que cette machine est là, nous sommes beaucoup soulagés. Pour la gestion de cette machine, le groupement, à travers le centre d'appui aux activités féminines, a recruté un animateur pour s'occuper de la collecte des recettes. Toutes les femmes de Koumana sont à l'aise parce qu'aucune ne pile maintenant à la main. Tout le monde apporte du riz et nous arrivons à satisfaire pleinement le sujet des femmes. Selon cet ingénieur agronome, cette pileuse de riz peut générer jusqu'à 600 000 francs guinéens par jour comme recette. Dans ces perspectives, il souhaite acheter une autre machine de fabrique de beurre de karité pour améliorer, dit-il, leurs revenus. Hope of Guinea, cette ONG américaine qui œuvre dans l'humanitaire, a procédé à un don de divers à 3 orphelinats de la place, une façon pour l'ONG Espoir de Guinée de réaffirmer son engagement qui vise à soutenir les enfants déshérités. Mariam Nabé. Ils sont contents parce qu'ils viennent de recevoir des jouets, des habits et des chaussures. Ce sont les enfants démunis internés dans les centres d'accueil et d'écoute d'orphelins. Le geste est signé Hope of Guinea. La joie se lit sur le visage des concernés. Merci beaucoup. J'ai bébé dit, je suis joyeux, je suis content. Ils se sont pensés à notre souffrance, de la manière dont nous souffrons ici. Donc nous les remercions à propos de ça. Les gouvernantes des orphelins sont touchées par les cadeaux. Quand ils jouent avec ces jouets, ça les essuie les larmes. Ça fait qu'ils ne sortent pas et aussi n'envient pas de trop les autres enfants. Si une organisation comme la vôtre, Hope of Guinea, c'est ça, qui pense à ces enfants, vraiment je ne peux que vous remercier et vous encourager. Hope of Guinea est une association de bienfaiteurs qui évolue dans l'humanitaire depuis janvier 2013. Aujourd'hui, elle a encore fait un tour au centre d'Imakane, source de vie et le foyer de Matoto. Nous voulons que ces enfants sachent qu'il y a des personnes qui sont derrière eux, qui sont capables aussi de les aider. On ne veut pas que ces enfants se sentent oubliés. Les domaines d'application de l'ONG Espoir de Guinée sont vastes quand on sait que les enfants démunis ont besoin de plus d'attention. Notre ONG s'investit dans l'éducation, surtout dans la promotion des enfants défavorisés. Donner de l'espoir à tous les enfants défavorisés. Donc nous évoluons un peu dans ce système, nous faisons le parrainage des enfants, nous faisons des dons aux orphelinats et aux enfants défavorisés, toute assistance financière et matérielle aux enfants qui n'ont pas d'espoir. Faire vivre les enfants défavorisés dans un monde meilleur, c'est la mission que se fixe l'ONG Hope of Guinea. D'ailleurs, elle prévoit en fin de semaine l'inauguration de cette bibliothèque et de ce terrain de sport. Un technicien d'Orange Guinée a trouvé la mort cette semaine à l'intérieur du pays. Cet homme du nom de Fodé Ahmed Kamara serait tombé d'un pylône à Farana, selon sa famille. Aïssatou Sané. Cette femme enceinte et mère de 4 enfants ne reverra plus jamais son mari. Fodé Ahmed Kamara était un employé de la société de téléphonie Orange Guinée. Il a trouvé la mort à Farana alors qu'il était en mission de travail selon sa famille. Il est parti travailler au compte d'Orange. Il monte les pylônes. Je lui ai maintes fois mis en garde pour qu'il ne monte plus les pylônes, mais en vain. Il me dit chaque fois qu'il lui faut ce travail pour nourrir sa famille. Je voudrais qu'Orange sache que je n'ai plus d'espoir. Les enfants n'ont plus de soutien. C'est ce qui me préoccupe, mais je me confie à Dieu. Serge Guilavogui est l'un de ses proches avec qui il a échangé avant de tirer sa révérence. Il ignore les circonstances de la mort de son ami. Ce sont eux qui sont là pour monter les pylônes qui sont là. Donc dès qu'ils sont partis, ils m'appelaient que nous sommes rentrés. Donc c'est comme ça qu'on s'est convenu. Dès après, avant-hier, j'ai cherché à le joindre au téléphone.
je n'arrivais pas. Maintenant, hier, vers les 14h, 15h, il y a un de mon petit qui m'a appelé au téléphone. Directement, il m'a expliqué le problème là. J'ai produit hier vers les 12h. Bon, personne ne m'a pas expliqué comment l'accident s'est produit jusqu'au présent là où nous sommes. Présente à la cérémonie funèbre pour adresser ses condoléances à la famille éplorée, la société Orange n'a pas voulu se prêter à nos questions. La famille du défunt s'interroge sur la suite. Ce que j'ai lancé à la société, c'est qu'ils n'ont qu'à prendre des dispositions par rapport à l'installation de ces pylônes. Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de tels cas. Le gouvernement aussi de prendre les dispositions par rapport à ça. Fodé Amadou Kamara est le second citoyen de Yimbaya à trouver la mort dans ce genre d'accident. Le premier cas remonte en 2010. À suivre dans cette édition, le sommet de l'Union africaine. 2 pays sont de retour, l'Égypte et la Guinée-Bissau. Et puis le calme revient peu à peu à Gao, au nord du Mali, ce après de violents affrontements entre l'armée et les rebelles Touaregs. La Guinée vient de rafler le prix du Salon international de la solidarité à Paris le 12 juin. C'est grâce à l'invention d'une pompe à eau à piston alternatif faite par M. Agibou Bari à Labé. Plusieurs pays ont participé à ce concours d'exposition. Chérif Diallo nous en dit plus. M. Agibou Bari est l'inventeur de la pompe à eau à piston alternatif. Cette invention lui a valu le prix du Salon de la solidarité internationale à Paris. C'est l'association des actions humanitaires de France en collaboration avec 30 ONG européennes qui organise cette compétition chaque 2 ans. C'est un trophée qui est venu au point nommé parce que nous aussi sommes dans ces pompes, parce qu'il y a un trophée pour les pompes à usage domestique et d'irrigation que nous avons vraiment initié depuis 2000 avec le groupement FAPEL. Je suis l'inventeur de la pompe à eau. Ce sentiment de fierté pour la Guinée est partagé. L'ambassadeur de la Guinée à Paris se réjouit de ce prix. L'honneur, la joie et la fierté d'être parmi vous. Que la Guinée soit présente partout où on doit faire connaître, rendre notre pays attractif, montrer ce que nous savons faire, ce que nous faisons. J'ai remis un prix d'innovation à un Guinéen, j'ai pris M. Bari Agibou qui a inventé une pompe à eau à Labé. Ça veut dire que la Guinée qui change, la Guinée qui bouge, la Guinée qui se transforme, nous la faisons au quotidien. Ces pompes sont adaptées aux réalités africaines. Cette initiative est vivement appréciée sur le plan international. C'est des pompes à usage domestique et d'irrigation qui sont fabriquées localement, de matériaux locaux. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir des pompes à moindre coût et de fournir la population, surtout les plus vulnérables, de l'eau à moindre coût. Donc, c'est des pompes adaptées purement au contexte africain. Plus de 50 pays ont participé à ce concours. Cette année, la Guinée s'est distinguée grâce à cette invention de ce génie. C'est l'un des rendez-vous majeurs de la diplomatie africaine, le sommet des chefs d'État du continent. Cette année, ils se sont donné rendez-vous en Guinée équatoriale pour 2 jours de débat autour des crises que traverse l'Afrique. L'agriculture au centre des débats du 23e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert jeudi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. L'Afrique reste le continent le plus concerné par la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Les rendements agricoles restent faibles et progressent trop lentement, de 38% depuis 1990 contre 130% en Chine. La faute à des politiques agricoles insuffisantes et à la faiblesse des infrastructures de transport, d'énergie ou d'irrigation. Il faut mécaniser notre agriculture pour sortir d'une agriculture de subsistance à une agriculture de production, à une agriculture qui devient un business, n'est-ce pas, l'agribusiness. Donc tout cela nécessite un accompagnement fort de nos États en termes budgétaires et en termes infrastructurels. Le sommet a également consacré le retour de la Guinée-Bissau et de l'Égypte au sein de l'Union africaine, et ce, 1 an après sa suspension pour cause de coup d'État militaire.
Le peuple égyptien est vraiment très heureux que l'Union africaine ait accepté le retour de l'Égypte en son sein et reconnu l'élection du 3 juin. Cette élection a vu la formation d'un gouvernement populaire et légitime qui exprime la volonté du peuple. Le thème de la violence djihadiste s'est également invité lors de ce sommet, une violence qui sévit en Somalie, en Libye, au Nigeria et au Mali. Face à cette redoutable menace, 13 chefs d'État ont décidé d'accélérer la création d'une force africaine de réaction rapide. Un premier pas vers une force africaine en attente, censée voir le jour en 2015. Direction Gao dans le nord du Mali, une ville affectée par les tensions entre l'armée et les rebelles Touaregs dans la région ces dernières semaines. Un mois après ces violents affrontements, la vie reprend peu à peu. Le calme est de retour à Gao après une courte période de panique. Plusieurs centaines d'habitants avaient fui la ville, craignant l'arrivée de mouvements rebelles qui venaient d'infliger une lourde défaite à l'armée malienne à Kidal. Ils regagnent progressivement leur domicile. Au marché d'Amiens Boiteux, au cœur de Gao, l'activité reprend normalement, même si elle est encore quelque peu affectée par la situation à Kidal. Les gens sont fatigués, parce que la route de Kidal n'est pas libérée d'abord. Ah, pourquoi les gens n'achètent pas? Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'activités, les gens ont peur d'aller là-bas et revenir. À Diadara, à la périphérie de Gao, les cultivateurs et les pêcheurs, eux aussi, sont de nouveau à pied d'œuvre. Ce père de 9 enfants fait du jardinage. Il est soulagé d'avoir repris son activité. C'est notre travail qu'à chaque fois on fait, c'est ça qu'on nourrit notre famille, nos enfants. À la radio Fitia, le téléphone sonne sans cesse. De nombreux habitants de Gao qui ont regagné leur maison appellent pour participer au programme phare de la chaîne. J'ai fait musique ambiance chaque 11h ici à Radio Fitia. Et vous mettez toutes sortes de musique? Oui, chaque musique que tu as demandé, on va te mettre s'il est là. Toutes sortes de musique? Oui, toutes sortes de musique, même chinois si tu veux, on va mettre ça. Fitia, en langue songhai, signifie lampe tempête. Le promoteur de la radio se fixe un objectif, œuvrer pour la paix à Gao. Nous éduquons la société pour avoir une société saine. Quand il y a une société saine, je pense que les têtes seront lavées. C'est parce que la société est impure que vous avez vu des gens venir nous imposer d'autres choses. Alassane, 56 ans, père de 2 enfants, appelle les habitants de Gao au calme. Il leur demande aussi de dénoncer toute présence djihadiste dans la ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur Espace TV.